Merci, Monsieur le Président. C'est une des frustrations de l'historien de la géographie. La cartographie grecque et romaine, dont la production a dû être chatoyante, nous a laissé peu d'images. Ce sont donc surtout les textes et les mots qu'il faut sonder pour comprendre la façon de figurer l'espace physique et humain dans l'Antiquité. Des premiers essais, prêtés à Anaximandre au VIe siècle avant notre ère, jusqu'à l'apogée atteint par Claude Ptolémée sous les Antonins. Parmi les notions clés de la discipline, il y a celle de climat, dont je voudrais ici éclairer en quelques mots la genèse et le développement, à Athènes d'abord, à Alexandrie ensuite, et de montrer le rôle dans la construction des cartes du monde. Le terme même de climat est directement lié à la représentation de la Terre comme un corps sphérique, laquelle a longtemps relevé de la perception empirique. Avant qu'elle soit l'objet de débats savants, au Ve siècle sans doute, dans les écoles de Pythagore ou de Parménide, c'est-à-dire en Italie méridionale, la convexité de la Terre pouvait seule expliquer, aux yeux du marin, la courbure des flots qu'une navigation hauturière lui faisait éprouver. C'est elle aussi dont le voyageur pouvait observer les effets dans le ciel nocturne, où le cercle des astres change sitôt qu'on se déplace vers le nord ou vers le midi. Or, c'est bien le constat d'une modification du cercle de l'horizon entre deux lieux distants en latitude qui, une fois rationalisé, fondera le concept de climat. À l'époque de Platon et d'Aristote, le monde connu des Méditerranéens allait du Guadalquivir à l'Indus et du Dniepr au Haut-Nil. Vous avez ici un essai de reconstitution de la carte des météorologiques d'Aristote tenté par l'éditeur Loeb de ce texte, Lie. C'est un essai qui vaut ce qu'il vaut. Sur 6 de nos fuseaux horaires, ce monde-là tenait tout entier dans un quart de l'hémisphère nord, et c'est à peu près ce qu'on appelait alors oikoumène, c'est-à-dire terre habitée. C'est dans la mouvance de l'Académie que s'ébauche une véritable épistémologie des sciences du cosmos. Le savant qui se donne pour objet d'étude la Terre et sa place dans l'univers doit se former d'abord à la physique, puis à l'astronomie, avant de passer à la géométrie. La physique est par définition la science de la physis, de la nature, au sens ionien du terme. Elle est par excellence la science du monde, dont elle formule les lois élémentaires, fondées sur l'observation. Les principes qu'elle énonce sont simples et rigoureux. Ainsi, celui de la chute des graves, en vertu duquel il ne saurait y avoir de droite parallèle. Sa rigueur appelle cependant des accommodations qui sont autant d'approximations indispensables à la mesure. Aussi bien tiendra-t-on pour parallèle, dans la pratique, 2 colonnes dressées à quelque distance l'une de l'autre. L'astronomie est la science des repères. Elle a pour objet de calculer l'inclinaison de l'axe du monde, nous allons y revenir, de tracer les cercles fondamentaux et de déterminer la position sur la sphère céleste des principaux astres. La pérennité des repères qu'elle considère doit garantir l'exactitude de la mesure du corps particulier qu'est la Terre. Fondée sur l'astronomie, la géométrie a pour but ultime, en effet, ce qu'on appellerait aujourd'hui la géodésie. Elle offre des solutions théoriques qu'il importe de formuler d'abord dans leur netteté mathématique. Mais quand on s'applique à la description de la Terre et de ses parties, on est aussi en but à la précarité des mesures itinéraires, tributaires des relations de voyageurs. L'hiatus est alors insurmontable entre le calcul théorique d'un écart en longitude et en latitude, énoncé en part de cercle, et la mesure effective, concrète, en un mot humaine, d'une distance terrestre. Tel était, au milieu du IVe siècle, le cadre épistémologique qui s'offrait à Eudoxe de Cnide, quand ce savant, qui avait suivi l'enseignement du pythagoricien Archytas à Tarente et s'était mis à l'école de Platon, entreprit de poser, pour la première fois, semble-t-il, les principes d'une cartographie mathématique. Il admettait que la Terre, avec pour axe l'axe du monde, et qu'elle pouvait être tenue pour un point immobile, qui aurait été le centre de la sphère céleste.
Autre hypothèse essentielle à ces calculs, corollaire de la première, et dont on verra les effets dans un instant, inspirée par la nécessité d'assouplir, à des fins pratiques, la rigueur des lois physiques, tous les rayons du Soleil tombent parallèlement sur la surface terrestre. Parmi les travaux qui ont fait le renom d'Eudoxe figure l'observation de Canope. Dans notre nomenclature, il s'agit d'Alpha Carina de la constellation d'Argo, deuxième étoile en magnitude après Sirius. L'observation fut menée en deux endroits différents, à Cnide d'abord, la patrie d'Eudoxe, au sud de la côte égéenne de l'Asie mineure, et à Héliopolis, à la pointe du delta du Nil, où le savant aurait séjourné un temps. À Cnide, au sortir de l'hiver, Canope rasait l'horizon. Alors qu'elle culminait au-dessus de l'horizon d'Héliopolis, à un quart de signe de zodiaque, selon la manière ancienne de s'exprimer, c'est-à-dire un quart de 30 degrés, soit 7 degrés 30 minutes. La différence d'altitude tient, comme l'a compris l'astronome, à un écart en latitude équivalent, selon la loi géométrique élémentaire, selon laquelle deux angles dont les côtés sont perpendiculaires entre eux sont égaux ou supplémentaires, comme on voit ici. L'observation allait, pour les générations futures, consacrer Cnide comme un des repères majeurs de l'espace méditerranéen, mais aussi ouvrir la voie au calcul de la circonférence terrestre, puisqu'il suffisait de corréler l'écart en latitude de deux lieux à la mesure de leur distance sur le méridien pour obtenir la longueur de celui-ci. Pour fixer la hauteur d'une étoile, l'instrument de visée était la dioptre, qui, sous sa forme la plus simple, était une alidade montée sur un pied muni d'un fil à plomb et d'un disque gradué. On en a ici une reconstitution particulière, celle du modèle perfectionné, autant dire sophistiqué, qu'en a conçu le mécanicien Héron d'Alexandrie au 1er siècle de notre ère. Cet instrument permettait notamment de viser l'étoile polaire, qui, si elle n'était pas au pôle proprement dit, elle en était éloignée alors d'environ 12 degrés 30 minutes, n'en indiquait pas moins la direction de l'axe, comme d'ailleurs aujourd'hui elle sert encore à indiquer la direction de l'axe. Avec la dioptre, Eudoxe pouvait évaluer sa hauteur, qui était celle du pôle, au-dessus de l'horizon, selon le même principe que pour Canope, c'est-à-dire selon le principe qui veut que deux angles dont les côtés sont perpendiculaires entre eux sont aussi égaux. Il pouvait déduire que cette hauteur est égale à l'angle formé par la verticale du lieu avec le plan de l'équateur, angle que nous appelons latitude et que lui a désigné du nom de climat, c'est-à-dire inclinaison, du radical de clino, penché. Le climat, au sens premier du terme, est donc l'inclinaison de l'axe du monde au-dessus de l'horizon, notion relative au lieu et significative de sa position par rapport à l'équateur. D'après Strabon, Eudoxe aurait fixé un certain nombre de climats. On doit supposer en effet qu'il parlait de climat d'un lieu. Le travail était exigeant, il était celui d'un expert itinérant qui guettait les nuits étoilées. Mais on disposait d'un autre moyen pour déterminer la latitude ou climat d'un lieu. L'opération consistait à mesurer la longueur de l'ombre projetée par une aiguille d'une certaine dimension, appelée gnomone, le principe vous est familier. Un gnomone fixé verticalement sur un plan gradué représentant l'horizon du lieu, à des moments remarquables de l'année, solstice ou équinoxe, à l'heure où le soleil est au zénith. Le procédé, qu'on nomme génériquement gnomonique, était déjà connu des Égyptiens et des Babyloniens. Il permettait notamment de définir l'heure équinoxiale, c'est-à-dire l'heure des cadrans solaires, et faisait intervenir un rapport entre la longueur de l'ombre et la hauteur de l'aiguille. Il était théoriquement élémentaire. Ainsi, quand la mesure se fait sur le soleil à l'équinoxe, au moment où les rayons du soleil sont parallèles à l'équateur, comme j'ai essayé de le figurer ici. La hauteur méridienne de l'astre, ici H,
est complémentaire de la distance zénitale, ici z, et donc de la latitude, lambda, puisque deux droites parallèles, ici celle de la direction du Soleil et celle de l'équateur, forment, d'après les lois de la géométrie, avec une séquente quelconque constituée ici par la verticale du lieu, deux angles correspondants égaux. Voilà, la séquente étant la verticale du lieu. C'est grâce au gnomon que le marin astronome Pythéas de Marseille, à une date constituée par hypothèse à la fin du IVe siècle, a pu calculer au solstice d'été la latitude de sa ville. C'est une des grandes dates des sciences de l'espace dans l'Antiquité. Mais il avait aussi relevé que la durée d'ensoleillement, à cette époque, y était de 15 heures équinoxiales et un quart. Cette dernière indication, qui fait aussi appel à l'expérience sensitive, était incontestablement plus éloquente qu'un rapport géométrique. Elle suggérait qu'on pouvait situer à la latitude de Marseille tout lieu où l'on viendrait à enregistrer une même durée d'ensoleillement, au solstice d'été. Associée à celle d'Eudoxe, elle devait aussi autoriser la collation de données plus nombreuses et plus diversifiées par leur provenance, qui allaient à leur tour, au milieu du IIIe siècle, déterminer l'élaboration de la carte d'Ératosthène au musée d'Alexandrie. En voici une reconstitution que j'ai tentée. Les temps se prêtaient à la synthèse. L'encyclopédisme, la collation des textes, la mise en ordre du savoir sont en effet quelques-uns des traits fondamentaux de la période alexandrine. Au confluent de toutes les traditions historiques et philosophiques, Ératosthène a emprunté à l'aristotélicien Dicéarque, de 2 générations plus jeune qu'Eudoxe, le parallèle que celui-ci avait identifié comme l'articulation de toute carte à venir. La ligne qui, à environ 36 degrés de latitude nord, joignait les colonnes d'Héraclès tout à l'ouest à Issos au fond du golfe d'Alexandrette, en passant par Rhodes, c'est-à-dire un site situé à faible distance au sud de Cnide, considéré comme quasi à la même latitude que Cnide. Faisant de Rhodes le centre de sa carte, Ératosthène a tiré à partir d'elle un méridien origine, qui devait vers le sud suivre le cours du Nil, d'Alexandrie à Syène et Méroé, et gagner vers le nord le Bosphore et le cours du Borysthène, ici. Il obtenait ainsi un canevas qui, malgré de lourdes erreurs, Alexandrie, par exemple, est en réalité à 2 degrés à l'est de Rhodes, n'en était pas moins la première esquisse d'un système raisonné de représentation de l'espace, l'ancêtre de nos réseaux de coordonnées terrestres. Les géographes anciens savaient que le tracé des méridiens était dans la pratique un problème insoluble, qui ne sera d'ailleurs réglé qu'au XVIIIe siècle avec l'horloge à pendule. Pour le repérage des parallèles, en revanche, la démarche était moins incertaine. Il suffisait de reporter sur la carte les données obtenues par les procédés dioptriques et gnomoniques que je viens de décrire pour matérialiser les climats des grandes cités riveraines de la Méditerranée et de la mer Noire. Pour les besoins d'une représentation graphique simplifiée, Ératosthène accommoda les méthodes de Pythéas et d'Eudoxe et découpa la carte de la Terre habitée en zones circulaires définies par les parallèles pour lesquels il disposait de mesures crédibles exprimées en parts de cercle ou en heures d'ensoleillement. J'ai fait figurer ici à droite les climats en question, disons les parallèles en question pour lesquels donc, les données sont les plus assurées par la tradition. Ce sont ces bandes de largeur variable, comme le fait apparaître ce schéma, qui désormais allait recevoir le nom de climat. Au IIe siècle, avant notre ère, l'astronome Hipparque réagit contre ce type de cartographie trop éloignée des impératifs de la géométrie et proposa d'attribuer au climat la largeur constante d'un 360e de cercle, soit, d'après le calcul de la circonférence terrestre d'après Ératosthène, 700 stades. Dans les tables qu'il dressait, il distinguait ainsi 90 climats pour
l'hémisphère nord, pour le seul hémisphère nord. Il n'avait cependant pas de lieu à citer pour chacun d'entre eux, bien évidemment. Dès lors, dans la discussion qu'il a laissée du tableau d'Hipparque, Strabon, au tournant de notre ère, s'est contenté de sélectionner les parallèles les mieux documentés, représentés par autant de lieux suffisamment éloignés entre eux en latitude et pour lesquels les mesures gnomoniques et dioptriques, mais aussi la durée maximale de l'ensoleillement, étaient les mieux assurées. On a ici, dans un manuscrit des Chrestomathie de Strabon, qui date du IXe siècle, une illustration malheureusement isolée dans notre corpus et donc précieuse d'un choix de climat défini le long du méridien du Nil par 8 des parallèles d'Hipparque entre la latitude du pays de la cannelle, celle-ci, et celle du Tanaïs au nord de notre mer d'Azov. Et je soupçonne que c'est dans ce type de représentation-là que se trouve l'origine de la théorie des 7 climats que l'on va retrouver dans la science arabe et dans toute la littérature médiévale latine jusqu'à Mercator, pratiquement. D'une certaine manière, la représentation des climats sous forme de bandes plus ou moins larges était en accord avec la division de la sphère en 5 zones, bien connues des cosmologues du Moyen-Âge latin. Je vous propose ici une représentation extraite d'un manuscrit de Macrobe, conservé à la Bibliothèque nationale de France. Théorie de la division de la sphère en 5 zones que Strabon attribuait à Parménide et qu'Aristote lui-même évoque dans ses météorologiques. Elle était inspirée par l'observation de la course annuelle du Soleil et définie par les grands cercles. Une zone torride, comprise entre les tropiques, ici représentée de manière particulièrement généreuse, 2 zones tempérées de part et d'autre, réputées l'une et l'autre habitables, sinon habitées, enfin 2 zones glaciales du côté des pôles. Les Grecs ont tout compris, en effet, que les conditions atmosphériques et météorologiques varient en fonction de la latitude. D'où le fait qu'à côté des sens de latitude et de bandes parallèles à l'équateur, le terme climat ait pu revêtir, à date alexandrine, une 3e acception, celle de conditions atmosphériques qui règnent durablement à une latitude donnée, qu'on trouve par exemple chez Aristote, de nouveau, à propos du climat de la Cimmérie, où ne régnerait que brumes et brouillards. On comprend sans mal comment le passage s'est effectué d'une notion à l'autre. Il ne s'est pas opéré d'un coup. Il résulte de la confluence, à date hellénistique, de la théorie géométrique du climat et de la science du milieu qui s'était développée dans les cercles médicaux et dont témoigne, on l'a rappelé, Jacques Jouanna l'a rappelé tout à l'heure, le traité R-Haut-Lieu, mais aussi d'une certaine façon le traité épidémie. Dans le traité R-Haut-Lieu, le savoir est pratique au premier chef et ne s'appuie sur aucune donnée chiffrée, mais on y voit à l'œuvre une véritable systématique. Si le terme même de climat y fait défaut, et on ne relève d'ailleurs dans ce traité aucune allusion à la sphéricité de la Terre, on est bien en présence d'un texte où le climat est pensé, où il manque un concept, cependant, celui de latitude, et un instrument de mesure. Rien ne suggère qu'Eudoxe lui-même aurait soupçonné la possibilité d'une synthèse des travaux des médecins environnementalistes et des siens propres. On est mieux renseigné à propos d'Aristote, dont le traité sur le ciel semble témoigner d'une connaissance des travaux d'Eudoxe et dont les météorologiques étudient en effet, comme l'a montré Philippe Hoffmann, le poids de facteurs physiques sur le temps qui règne en une contrée donnée. Mais on peut affirmer qu'il n'y a pas eu de mise en relation méthodique de la latitude, des conditions atmosphériques et de la vie humaine, animale ou végétale, avant l'exploitation scientifique par les Alexandrins de la découverte du monde indien. Les premiers témoins oculaires de cette découverte figurent parmi les historiens d'Alexandre, Onésicrite, Aristobule et Néarque, qui resteront jusqu'à la fin de l'Antiquité des références obligées. Leurs investigations n'ont guère porté au-delà du fleuve Indus, mais elles ont été complétées à la génération suivante par celle de Mégasthène.
Ce personnage avait été chargé par un des successeurs d'Alexandre, Séleucos Ier, d'établir des relations diplomatiques avec le roi indien Chandragupta, fondateur de l'empire Maurya, dont la capitale était à Pataliputra, l'actuel Patna, dans l'état du Bihar, sur le Gange. Différentes ambassades s'échelonnèrent à partir de 303. Elles empruntèrent la route de Peshawar et d'Amritsar dans le Pendjab. Donc là, nous sommes tout en haut de notre carte, avant de déboucher dans la vallée du Gange. Sur le chemin parcouru et sur la géographie du pays Maurya, le témoignage de Mégasthène était autoptique. De ce fait, Ératosthène en a consacré l'autorité dans sa nouvelle carte, avec la trouée des Macédoniens en Sogdiane, en Bactriane et dans le Gandhara. La reconnaissance du bassin indo-gangétique devait, en 3 décennies, bouleverser l'image qu'on se faisait du monde. Le meilleur des observations de Mégasthène et des historiens d'Alexandre se trouve chez Strabon et chez Pline l'Ancien. Les passages où sont invoqués ces témoins font voir que l'Inde était, par eux, régulièrement comparée à l'Égypte et à l'Éthiopie. Même produit de la terre, même faune aquatique, le crocodile en est le parangon, même si le problème de l'hippopotame se pose, même régime de crues pour les grandes plaines alluviales. Si les crues affectent également les fleuves de l'Inde et le Nil, la différence des causes n'en apparaissait pas moins. Comme l'admettent Aristobule et Néarque, notamment dans ce passage fameux du traité de l'Inde, où Arien a conservé, le meilleur du périple de Néarque. Comme l'admettent donc Aristobule et Néarque, le Nil traverse un écart considérable en latitude et il est alimenté par des pluies du sud, alors que le Gange et l'Indus, qui prennent leur source au nord dans le massif de l'Imaos, c'est-à-dire notre Himalaya, étirent leur cours en longitude. Mais précisément, là encore, leur orientation est définie par rapport à celle du Nil. La même mise en relation prévaut sur d'autres questions, comme celle de l'influence des airs et des eaux, associée par la géographie alexandrine, comme il l'était dans le traité hippocratique déjà évoqué, sur la maturation des fruits en particulier. En Inde, où le régime des moussons est identifié comme une singularité locale, la conjugaison des effets de la chaleur et de l'humidité ambiante provoquerait, selon Ératosthène, une coction des fruits, alors qu'on parle simplement de maturation ailleurs. Les mêmes facteurs atmosphériques sont invoqués pour expliquer aussi des faits de géographie humaine. Ainsi, la fécondité exceptionnelle des femmes, comparable en Inde et dans la vallée du Nil, et la commune présence sur le Haut-Nil, comme au sud du Décan, de populations noires. Si l'Inde et les terres nilotiques sont ainsi présentées en regard, c'est parce qu'elles sont logées sous une même latitude. L'idée s'était en effet imposée que le cap Comorin face au Sri Lanka, la Taprobane des anciens, était logé approximativement à la même latitude que Méroé, aux confins de la Nubie. Mais les rapports qu'il avait lus sur l'Inde, s'ils suggéraient à Ératosthène une comparaison de celle-ci avec l'Égypte et l'Éthiopie, deux contrées familières à l'alexandrin qu'il était, lui faisait aussi sentir ce que ce pays, nouveau scientifiquement, avait d'irréductible à un quelconque modèle géographique. Pour ce savant soucieux de délimitation, la spécificité de l'Inde était patente sur le plan humain comme sur le plan physique. En manière de consécration, il l'a littéralement figuré sur sa carte. Le pays s'est fait inscrire par lui dans une figure géométrique qu'il a nommée sphragide, en grec sphragis, c'est-à-dire sceau, cachet, terme emprunté au lexique du cadastre de l'Égypte ptolémaïque pour désigner une parcelle de terre. Démarche un peu optimiste pour concevoir l'immensité de l'Inde. Pour l'Inde, cette figure tenait du losange et son côté nord était formé par l'Imaos, qui prolongeait vers l'est le parallèle de Rhodes. Tout l'alignement montagneux de l'Asie est en effet aligné sur Rhodes. Définie en latitude par deux lignes remarquables, l'unité géométrique qu'était l'Inde présentait ainsi des caractéristiques physiques et atmosphériques
qui lui était propre. Au sens le plus large que l'Antiquité ait donné à ce terme, on pouvait parler, à ce propos, de climat de l'Inde. Cette dernière acception comporte les prémices de la notion moderne. Ceux qui ont le plus contribué à lui donner corps sont les savants stoïciens, dont beaucoup se sont illustrés dans les sciences de la Terre, et dans les sciences naturelles d'ailleurs de manière générale. Attentif à la place de l'homme dans le monde et à l'influence que pouvait exercer sur lui son environnement, le stoïcien Poséidonios d'Apamée en Syrie est sans doute, au début du 1er siècle avant notre ère, celui qui est allé le plus loin dans une mise en relation de la latitude, de la fertilité relative du sol et des traits physiques des êtres vivants. Un des buts qu'il professait est ainsi résumé par Strabon en son livre 2. Mettre en évidence, en fonction des parallèles à l'équateur, c'est-à-dire des climats, les différences de répartition des êtres animés, des plantes et des conditions atmosphériques, suivant qu'on se rapproche de la zone glaciale ou de la zone torride. Une proposition de ce type fixait en une formule unique l'apport des médecins et des naturalistes, d'Eudoxe, d'Aristote et d'Ératosthène à la science du climat et de la carte. Elle montre aussi combien la climatologie antique, de discipline géométrique qu'elle était à l'origine, était appelée à devenir une science humaine. Je vous remercie.